La vie commence 9 mois avant la naissance. Un papa m'a dit, dès que je l'ai eu dans les bras, je l'ai reconnu. Viens, mets ta main, il bouge. Presque à chaque fois, il met sa main, le bébé ne bouge plus. Le bébé vient vraiment se blottir dans la main de son papa, même dans le ventre de la maman. Le bébé est un être sensible, réceptif. On est là, tu vas y arriver. On se doute que c'est pas facile, on est près de toi. Et on te guide autant qu'on le peut, étape par étape. Merci donc d'accueillir Béatrice, tout droit venue de Belgique. Et quel bonheur d'accueillir les Belges, toujours, sur ces canapés, avec d'abord leur parcours de vie, et puis ensuite, comme tout thérapeute, accompagnant de vie, coach et autres, le parcours de vie que l'on découvre avec l'expertise, bien sûr. Béatrice, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous, ravi de vous accueillir donc. On va découvrir l'accompagnement que vous préconisez. Alors d'abord, quand on regarde bien sûr votre fiche, vous avez marqué kinésithérapeute. Vous avez commencé par ça. Oui. Et vous le mettez d'ailleurs en avant dans la fiche de production. Est-ce que c'est un gage de qualité et un gage notamment peut-être de confiance en soi et de référencement qui permet à ceux et celles qui consultent votre approche de se dire « Ah, mais il y a déjà quand même en amont une formation de kiné ». C'est une valeur ajoutée ? Oui, c'est une super question. En fait, en termes de kinésithérapeute, ce qui reste, c'est ma passion pour accompagner l'humain dans le corps. Et optimaliser ses ressources corporelles. Et le chemin que j'ai pris, ça a été de relier le corps, le cœur, et d'arriver à un accompagnement de plus en plus relationnel et émotionnel, mais qui s'appuie sur le corps et la conscience du corps. Voilà, donc on va dire que c'est un accompagnement de la santé, mais plus large qu'en soins de thérapie comme un kiné. Et notamment sur la naissance. Oui. Tout à fait. Donc mon parcours m'a amené à me passionner il y a une trentaine d'années pour une approche qui s'appelle l'aptonomie et qui vise et permet de développer les contacts avec le bébé pendant la grossesse pour les deux parents. Et ça s'appuie sur la découverte de l'intentionnalité de la réponse du bébé au contact de ses parents pendant la grossesse. Oui, c'est ça. Et si je vais plus loin, sur ma passion, c'est vraiment de pouvoir faire prendre conscience à quel point le bébé est un être sensible, réceptif, à quel point la vie commence 9 mois avant la naissance. Et quand les parents ont simplement des clés presque d'autorisation, ou en tout cas de compréhension de comment mieux rentrer en contact avec leur bébé, ça vient enrichir leur propre vie à eux, fondamentalement apporter davantage de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu pendant la grossesse, la naissance et la parentalité. Et toute cette sécurité relationnelle, toute cette qualité d'interaction relationnelle vis-à-vis du bébé vient fonder chez le bébé ce qu'on appelle sa sécurité de base. Donc ça développe vraiment chez le bébé, même avant la naissance, fondamentalement un sentiment de confiance en lui, de sécurité intérieure, mais de confiance en ses parents, qui facilite aussi beaucoup le démarrage après la naissance. La définition exacte que je suis allé chercher pour aptonomie, c'est « science de la vie affective », qui étudie et met en œuvre les phénomènes propres au contact affectif dans les relations humaines. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et il y a parfois des mots peut-être plus complexes pour en parler. Fondamentalement, c'est une qualité d'être avec laquelle tout le monde vient au monde. C'est une qualité de présence, une qualité de ressenti, de perception, qui n'a pas besoin du mental pour comprendre ce qui se passe dans l'interaction avec l'autre. Donc les bébés sont des experts en termes de qualité de relation et de présence. Là où c'est intéressant, et je trouve que c'est assez fondamental de revenir sur ce point, c'est de se dire que, évidemment, la naissance, c'est la maman, ça paraît une évidence, mais votre approche, c'est les parents. Le père a son rôle aussi. Alors on sait qu'il y a aujourd'hui des exercices et des accompagnements pour l'accouchement et notamment et pour les deux parents. Mais on a plutôt tendance à laisser un peu l'homme de côté, le futur père de côté. Tout à fait. Et en tant qu'homme, on est souvent un peu déstabilisé en se disant mais qu'est-ce que moi je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, alors que c'est essentiel. Oui. Tout à fait. Je crois que ça, c'est une des révélations très précieuses que l'aptonomie a apportées et continue d'apporter, parce que les papas sont encore
mis comme des pièces rapportées autour d'une grossesse et d'une naissance. Et désemparés. Qu'est-ce que c'est dommage. Et désemparés du coup. Oui. Alors qu'au contraire, quand ils ont conscience du rôle, de la place qu'ils peuvent jouer et prendre, ils vont apporter évidemment un soutien plus grand et davantage de sécurité émotionnelle à la future maman, mais vraiment au bébé lui-même, l'ouverture au monde extérieur, avec un lien spécifique qui se crée déjà entre le papa et le bébé pendant la grossesse. Il y a vraiment une réponse, je vous donnerai peut-être des petites propositions autour de ça, mais il y a vraiment une réponse spécifique du bébé à chacun de ses deux parents. Et quand le papa, mais c'est aussi vrai pour une co-maman, peut découvrir, explorer cette place-là, c'est comme une révélation pour lui. Dans la grande majorité des cas, c'est une révélation et c'est très satisfaisant pour sa compagne aussi. Et ça vient vraiment préparer une autre façon d'aborder l'accueil de leur bébé et la place qu'il pourra prendre. On voit que ce sont des papas qui, après la naissance, souvent, sont tout de suite, je dirais presque à l'aise dans le fait de porter leur bébé, dans les gestes des soins de tous les jours. Avec des automatismes et des... Voilà, ça devient naturel. Un papa m'a dit, dès que je l'ai eu dans les bras, je l'ai reconnu. Mais ce toucher affectif, le bébé vient vraiment se blottir dans la main de son papa, même dans le ventre de la maman. Donc il y a vraiment une rencontre physique et émotionnelle qui se tisse très tôt dans la grossesse. Le deuxième élément, Béatrice, qui est important dans ce que vous avez dit, c'est que tout ne se joue pas à la naissance. Exact. Ça aussi, c'est une notion qu'on a souvent en tant que père. Oui. Tendance à se dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tout se joue chez maman. Tout à fait. Or non. Tout à fait. Tout à fait. Non, la naissance est un événement. Ça, c'est évident, c'est un événement fondateur dans la vie d'une femme comme accouchement, dans la vie d'un père quand il assiste à la naissance de son enfant. Et pour l'enfant, il y a des empreintes de naissance, et j'en reparlerai un petit peu aussi, qui sont vraiment importantes et qui méritent aussi d'être accompagnées. Je parle chaque fois des émotions. C'est vraiment des événements de vie. Et au plus il y a un accompagnement affectif et de la sécurité émotionnelle, au mieux on traverse ces événements de vie. Mais de fait, la vie commence au moins 9 mois avant la naissance. Je vais laisser 3 petits points de suspension. Et dès le tout début de sa vie, le bébé, je pense qu'on décrit que c'est autour de 7 semaines de grossesse que le sens du toucher commence à se développer chez le bébé. Okay. Et c'est vraiment par le sens du toucher que le bébé, pendant ces 9 mois, essentiellement, se découvre lui-même et découvre tout son environnement. Hello les amis, très heureux de vous retrouver. Ici Thierry Villette, facilitateur de l'âme. Je vous annonce avec grand plaisir que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 6 juin. Nous irons découvrir la voie Cristallis. Alors qu'est-ce que la voie Cristallis ? C'est se découvrir soi-même, c'est l'amour de soi. Je vous invite à aller sur le site abctalk.fr, rubrique événements, pour aller chercher ce magnifique billet qui viendra changer votre vie. À très bientôt les amis. Est-ce qu'on peut pousser les choses un peu plus loin ? J'entends dire parfois, chez certains thérapeutes et autres accompagnants de vie, dire que ça se joue même bien avant la conception, c'est-à-dire au désir d'enfant. Oui. Déjà là, voilà. C'est une notion importante. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon, on peut effectivement revenir en amont, tout ce qui se joue dans la vie des futurs parents par rapport à l'accueil d'un bébé, qui vient même réinterroger leur propre histoire. Et ça, l'aptonomie, c'est ça aussi ? Alors l'aptonomie inclut le vécu émotionnel, inclut certaines dimensions de notre inconscient. On ne vient pas chercher à mettre à jour les événements majeurs de la vie des parents, mais quand ils apparaissent, ils sont accueillis et accompagnés en tant que tels. Et dans l'approche qu'on propose en Belgique et qui s'appelle la préparation affective à la naissance, issue de l'aptonomie, on aborde un accompagnement préconceptionnel qui, lui, alors permet de davantage accompagner les parents dans cette période où il y a ce désir d'enfant et où l'accent est mis sur la qualité d'ouverture dans l'accueil. Est-ce que ça... Mais sans aucun jugement et sans aucune normativité. C'est pas pour faire rentrer dans des codes. Et quand il y a blocage, quand des couples n'arrivent pas à avoir d'enfants, oui. Est-ce que votre accompagnement, est-ce que vous préconisez, est valable aussi dans cette phase de désir d'enfant ? Alors oui, parce que le corps, le cœur et l'esprit sont totalement reliés et connectés, et que dans ce désir d'enfant, on va observer souvent qu'au plus le désir est fort, au plus il peut amener une forme de blocage, parce que ça donne trop de pression quelque part, et que l'accompagnement affectif va apporter justement
plus d'ouverture, plus d'interaction sur un autre plan qu'un plan strictement biologique et médical par rapport à ce désir d'enfant. Maintenant, ce n'est pas la dimension qui, pour le moment, est la plus développée dans nos accompagnements affectifs, mais qui aurait vraiment tout son sens, parce que les praticiennes, les praticiens ont ces compétences pour pouvoir offrir ce type de support-là. Mais est-ce que vous avez déjà été confronté à ça ? C'est-à-dire des couples qui ont tellement de difficultés à avoir un enfant et qui suivent votre accompagnement, et où, alors par quel miracle, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a mécaniquement parlant, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, les choses se débloquent et madame réussit à tomber enceinte. Alors, c'est arrivé. Maintenant, c'est plutôt la minorité des parents ou des futurs parents que j'accompagne qui viennent avec cette demande-là. Il y a une autre demande qui va dans le même sens et qui est un peu différente et que je trouve aussi très, très intéressante. C'est des futurs parents qui n'ont pas forcément de problème de fertilité, mais qui veulent aborder leur parentalité beaucoup plus en conscience. Et donc, qui viennent faire un accompagnement préconceptionnel pour vraiment être le plus possible dans l'ouverture du cœur, j'ai envie de dire, par rapport à l'arrivée de ce bébé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, plus en conscience ? Plus en conscience, c'est dans ces dimensions, finalement, qui font que être un être humain, c'est d'abord venir vivre une expérience relationnelle. Et devenir parent, c'est ouvrir son cœur à tellement d'inconnus, avec des sensibilités toujours différentes chez les deux partenaires du couple, que l'accompagnement affectif vient redonner peut-être une forme de confiance dans ses capacités du cœur et d'ouverture. Oui, une forme de... c'est un mot un peu bateau, de lâcher prise, mais en tout cas d'autres canaux d'interaction dans le couple pour se rendre dans cette aventure de la parentalité. De la parentalité. Alors voyons maintenant l'aspect pratico-pratique, parce que bien entendu, là, on donne les grandes lignes de votre accompagnement au travers d'une approche assez, théorique. Oui. La pratique, comment est-ce que cela se déroule ? Comment est-ce que vous accompagnez ? Comment l'autonomie se met en place ? Et quel est le rôle des parents à ce moment-là, et quel est votre rôle dans cette... demain, des gens ont vu votre émission, vous appellent en disant « moi, je veux être accompagné par vous », qu'est-ce qu'on fait ? Tout à fait. Je crois que ça fait partie de ma démarche, c'est que quand on me demande « mais quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais ?» Au-delà de la transmission, parce que maintenant j'ai le bonheur d'être formatrice, dans l'accompagnement en autonomie, c'est vraiment permettre aux parents de découvrir un toucher qu'on appelle le toucher affectif. C'est un toucher qui n'a pas l'intention de faire bouger le bébé, mais un toucher dans lequel les parents vont simplement mettre beaucoup de présence, un toucher de tendresse. Et dans un toucher qui est très léger et très respectueux. Mais toucher comme... Toucher physique avec les mains. Avec les mains. Avec les mains sur le ventre. Ce qu'il y a, c'est que l'image qu'habituellement on peut avoir de interagir avec un bébé pendant la grossesse, si je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on voit comme façon de toucher ? Non, mais moi, je vois bien effectivement le positionnement des mains et le fait de parler. Génial. Super. Je ne sais pas si c'est... C'est une très très bonne démarche. Ce que souvent les parents voient, c'est en fait la palpation qu'on peut voir au niveau d'un gynécologue ou d'une sage-femme. Et donc, et puis on essaie de sentir les coups de son bébé, donc on pousse. D'accord ? Surtout pas. Ça c'était pas votre sensibilité. Non, pas du tout. Voilà, tout à fait. Je préfère poser. Tout à fait, absolument. Et voilà, c'est tout. Tout à fait. C'est ça le toucher. Alors, c'est de cette nature-là le toucher dont je vais parler. Okay. Et en fait, c'est un toucher qui est extrêmement léger, dans lequel on va mettre cette présence affective. C'est-à-dire que ce n'est pas un toucher qui veut faire quelque chose au bébé, mais qui donne comme information au bébé, je suis là, je suis vraiment heureux que tu sois là, et bienvenue dans mes mains, bienvenue dans ma vie. Et souvent, il suffit d'être un peu patiente, parce que le parent va pouvoir décoder, mais souvent ça a peut-être besoin d'être accompagné, c'est que le bébé ne va pas spécifiquement donner des coups, comme à d'autres moments il va faire, mais plutôt remonter tout doucement, se lever sous sa main, un peu comme un chat qui vient faire le gros dos pour chercher des caresses. Et ça, on le voit sur une écho ? Alors, je ne l'ai jamais fait sous échographie parce que c'est un peu comme si vous disiez, vous voulez faire vos petits câlins amoureux sous la caméra. Moi, je trouve que c'est d'une intimité qui fait que c'est pas sous échographie. Mais quand la grossesse est un peu avancée, quand l'utérus est souple, on voit le ventre qui se déforme à l'œil nu. D'accord ? Donc, c'est évident. Donc, l'idée ici, c'est surtout que le parent ressente que le bébé, en réalité, cherche vraiment ce contact physique. Mais le bébé me montre à chaque fois qu'il vient chercher ce contact dès qu'il y a cette présence affective, pas quand c'est dans le mental.
tiens, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est son dos, est-ce que c'est ses pieds, mais vraiment quand c'est, comme vous le disiez, lui parler. On peut lui parler à haute voix, on peut lui parler intérieurement. Et là, il y a une espèce de connexion qui va se passer avec des tout petits mouvements du bébé qui vient vraiment profiter. C'est comme s'il fait l'expérience de « j'existe ». Tu m'aimes, je t'aime, on se rencontre. En aptonomie, on va appeler ça de la confirmation affective. Mais cette confirmation affective, vous parliez tout à l'heure dès cette semaine. Alors, dans la perception que les parents vont en avoir, on commence le plus tôt possible dans la grossesse. Souvent, ils vont commencer entre 15, 18 semaines, parfois un peu plus tard. Okay. Quand on commence très très tôt, du point de vue du bébé, lui, il perçoit très bien les propositions des parents, mais eux ne vont pas les ressentir. Donc, je dirais que ma démarche, ce sera toujours de soutenir chez les parents qu'ils rentrent en contact avec leur bébé, pas pour qu'eux sentent quelque chose, mais pour vraiment apporter à leur bébé cette démarche de confirmation affective. Si on devait, parce que schématiquement, évidemment, on voit, bien sûr, et on imagine très très bien le positionnement du bébé, on imagine très bien le fait d'apposer les mains comme ça sur le ventre. Qu'est-ce que le bébé perçoit et ressent à cet instant-là? Puisque s'il n'y a pas de palpation, mais juste les mains posées, très légère, très légèrement, puisque vous dites que c'est un toucher très léger, tout à fait. Ça veut dire que qu'est-ce que le bébé ressent à ce moment-là? Il entend, il perçoit, il ressent une chaleur, quelque chose? Oui. Alors, le bébé, on va dire, ressent la présence. C'est-à-dire que même sans un toucher direct, quand le parent se connecte à son bébé, c'est mon expérience en tout cas, le bébé, lui, se connecte déjà. Un peu comme n'importe quel mammifère. Vous allez sentir qu'il y a un toucher à distance qui s'installe déjà, d'accord? Ceux qui sont très à l'aise avec les chevaux, avec les chiens, avec les chats, vont vous décrire plein de choses extraordinaires à ce niveau-là. Les bébés sont à ce niveau-là aussi de perception. Et dans ce toucher affectif, en réalité, de nouveau, c'est cette qualité de présence. Je fais expérimenter même aux couples souvent la différence entre une main qui se dépose un peu distraite, comme si je suis sur mon téléphone mais j'ai déposé ma main sur la jambe de mon compagnon ou de ma compagne, et puis le même toucher mais présent, le toucher qu'on donne à quelqu'un qu'on a besoin juste de rassurer, lui dire tu sais je suis là, tout va bien, ça va bien se passer. Mais à chaque fois, la compagne, quand je propose au compagnon de le faire, sent la différence. Donc nous, on a un peu désappris la subtilité et la richesse du toucher parce que le mental se focalise beaucoup sur le visuel et l'auditif, mais en réalité, ce sont nos canaux premiers pour se sentir bien au monde. Et les bébés sont là-dedans. Donc en redonnant aux parents, j'ai envie de dire presque l'autorisation et en tout cas la validation de ce toucher de présence, ce toucher de tendresse, ils parlent le langage de leur bébé. Donc là, moi, j'ai plus rien à dire, ça se passe tout de suite entre eux à ce moment-là. Et est-ce qu'on a scientifiquement, pas des preuves, mais en tout cas un recul suffisant qui permet d'attester les bienfaits que ressent le bébé à cet instant? Tout à fait. Moi, je dirais que c'est beaucoup par ma pratique que j'en ai les preuves. Alors, il y a des tas d'approches maintenant qui se développent et qui sont passionnantes. On parle de neurosciences affectives. La pédiatre Catherine Guéguen en parle. Boris Cyrulnik parle des 1000 premiers jours du bébé. Bien sûr. Mais voilà, on a déjà 270 jours qui sont les 9 mois de la grossesse et qui sont vraiment des moments d'empreinte fondamentale pour le reste de la vie du bébé et où il y a une plasticité neuronale majeure. Et tous ces liens affectifs viennent vraiment comme augmenter tout le potentiel de bonheur des bébés. Et c'est un peu ça ma passion. Oui, j'en ai plus qu'une certitude, c'est une évidence pour moi. Souvent, les parents vont avoir un retour après la naissance de leur bébé de personnes qui ne savent pas qu'ils ont été accompagnés en aptonomie ou en préparation affective à la naissance et qui vont leur dire « Tiens, est-ce que vous auriez fait de l'aptonomie ?» Parce que ça peut être la pédiatre à la naissance, les puéricultrices à la crèche, d'autres personnes qui connaissent cette approche. On va souvent observer que les bébés, après la naissance, sont des bébés qui sont d'emblée très communicatifs, très présents dans le regard, qu'ils ont une forme de tonus. C'est pas des bébés hypertoniques, mais des bébés qui, j'ai envie de dire, habitent leur corps d'une façon un peu plus spécifique. Donc il y a un impact. Oui, il y a un impact. Il y a un impact. Oui, tout à fait. Oui, ça souvent on entend ce type de retour-là.
Voilà, j'ai eu des parents, c'était plus triste, mais parce qu'ils étaient venus faire une préparation pour le premier chez moi, ils ne sont pas venus pour le second, et ils sont revenus pour le troisième en disant oh, « on a vu tellement de différences après la naissance du deuxième ». Voilà, donc c'est beaucoup ces retours-là qui nous le montrent. Ça et le fait qu'en soutenant chez les parents leur sentiment de confiance en eux en tant que futurs parents, ça met tellement d'interrogations et tellement de peur, l'arrivée d'un bébé, que ce lien par le toucher affectif leur donne déjà de l'assurance, leur donne déjà davantage confiance en eux, peut-être davantage confiance en leur bébé. Et ça facilite beaucoup de choses pour la suite, après la naissance. Et ce que j'aime aussi, c'est de désamorcer des tas de malentendus. Par exemple, un bébé qui bouge, la maman appelle sa compagne ou son compagnon en disant « Viens, mets ta main », il bouge. Presque à chaque fois, il met sa main, le bébé ne bouge plus. Et je vais entendre des papas qui disent « Il ne m'aime pas, il a peur de moi, il n'a pas envie », alors que c'est exactement l'inverse. Quand le bébé bouge pendant la grossesse, moi je dis « Il fait son aquagym prénatal ». Il développe ses muscles, ses articulations, c'est son activité. Il n'a pas besoin d'interaction extérieure pour avoir ces moments où le bébé est en activité, en mouvement. Quand la main du coparent arrive, en réalité, le bébé, s'il s'arrête de bouger, c'est parce que cette main crée un intérêt pour lui. Ah, il y a quelqu'un, il y a de la visite. Et comme le papa est un peu déçu, ça bouge plus, il enlève la main, il y a deux déçus, sans parler de la maman. S'il laisse sa main, ce qui se passe en mettant de la présence et cette écoute, il faut un peu fermer les yeux pour mieux sentir, parce que c'est tout doux. Au lieu de donner des coups, le bébé rebouge différemment, c'est beaucoup plus fluide comme type de mouvement et a tendance à venir créer cette densité en remontant un peu plus près de sa main à la surface. Et là, tout d'un coup, le papa sent que c'est comme s'il a le bébé dans les bras, quoi. Rien que cette information-là, ce détail-là, il est fondamental. Mais oui. On s'est tous retrouvés dans ce genre de situation en disant ça marche pas pour moi. Hein, exactement. On dit souvent. Tout à fait. C'est vrai. Ouais. Pardon. Et alors donc cette approche de l'aptonomie. Quand vous faites tout ce travail entre cette semaine et à partir de cette semaine et jusqu'à l'accouchement, il y a évidemment la phase d'accouchement. Oui. Est-ce que l'aptonomie et le travail qui a été fait va évidemment avoir une influence différente si on est sur un accouchement normal ou un accouchement avec parfois des difficultés, donc une césarienne par exemple? Oui, tout à fait. Est-ce que ça enlève le potentiel de l'aptonomie qui a été fait auparavant? Non, pas pour moi. Dans l'approche que je prône, qui est la préparation affective à la naissance avec l'aptonomie, vraiment, il y a une application de la continuité du lien affectif et de la sécurisation des parents, et du bébé, quelles que soient les circonstances de la naissance. Donc, dans tous les cas, ça implique vraiment le papa ou la co-maman. Toute la préparation va permettre de développer des ressources spécifiques par rapport à la peur, le stress et la douleur. Et ça s'appuie sur des ressources au niveau du toucher. C'est ce qu'on appelle le toucher à distance, les prolongements, qui viennent modifier la perception de la douleur et de la peur, ce qui permet de mieux traverser l'intensité, et que bien sûr, en cas d'actes médicaux nécessaires, que ce soit une péridurale, que ce soit une césarienne, un déclenchement, enfin toute une série de choses, le fil conducteur, ça va être vraiment de rester en lien et de reprendre régulièrement des moments de communication avec le bébé. Parce que l'angle de vue de la maman, forcément pour l'accouchement, on l'a. Celui du papa, un petit peu, et nous, on l'éclaire d'une façon tout à fait spécifique et approfondie. Et on n'a pas beaucoup, dans l'accompagnement des naissances, la conscience de à quel point le bébé vit sa naissance. C'est un immense déménagement. Sûr. C'est pas forcément un traumatisme. Pourtant, on parle de ça parfois. Exactement, ça peut l'être, mais c'est en tout cas toujours une épreuve. Et si les parents ont pu développer ce contact affectif sécurisant avec leur bébé pendant la grossesse, évidemment que ça a tout son sens de pouvoir apporter un contact affectif sécurisant à leur bébé pendant l'accouchement, quelle que soit la façon dont l'accouchement se passera. Et là, souvent, on va dire que le coparent a un rôle particulièrement précieux parce qu'on sait que pour la maman, elle va rencontrer beaucoup d'intensité, beaucoup de choses inattendues.
Je sais aussi que quand la maman peut davantage se connecter à son bébé, il y a des ressources qu'on développe chez la maman par une communication intérieure, puisqu'elle n'aura pas besoin de ses mains pour aider son bébé à descendre dans son bassin. Mais qu'au-delà de ça, le papa ou la co-maman va pouvoir régulièrement reprendre des contacts avec le bébé. Et il y a une approche qu'on a développée dans l'école que je donne en Belgique, qui s'appelle le revécu émotionnel de la naissance, et qui montre à quel point le bébé accompagné n'est pas traumatisé de la même façon que le bébé qui s'est senti trop seul. Donc, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est de lui proposer un accompagnement, c'est lui dire « on est là, tu vas y arriver, on se doute que c'est pas facile, on est près de toi » et on te guide autant qu'on le peut, étape par étape. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse ? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent ? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la color décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. On voit parfois, et on a reçu d'ailleurs des praticiens qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les revécus de naissance. Oui. Et il y a beaucoup de conférences, ateliers, d'immersion et de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on y vit dans ces instants-là, et vous formez d'ailleurs, au travers de votre école, vous le disiez, dans ces revécus de naissance-là. Si on prend la définition littérale, c'est on va revivre notre naissance ? Oui, dans la définition littérale, il y a des éléments de la naissance qui sont réactivés. En réalité, on a tous une mémoire inconsciente de notre vie prénatale, de notre naissance, et essentiellement des 2 à 3 premières années de notre vie, c'est-à-dire avant l'acquisition du langage. Donc c'est vraiment une mémoire corporelle, cellulaire. Et bizarrement, c'est probablement la partie de la vie, ça correspond aussi aux 1000 premiers jours de Boris Cyrulnik, la partie de la vie qui est la plus impactante sur nous, inconsciemment pour le reste de notre vie. D'accord ? Mais on se dit non, c'est pas grave, il s'en souviendra pas. Absolument. D'accord ? Les mémoires. Ouais, les mémoires, voilà. Donc des mémoires inconscientes, archaïques, cellulaires. Dans les propositions autour du revécu émotionnel de la naissance que nous proposons, il va s'agir en fait de faire des propositions dans le geste, dans le toucher, dans les mots qui sont mis, qui permettent de retoucher à ce qui a été trop difficile pour le dépasser. Donc, quand on parle de revécu de naissance, il ne s'agit pas de revivre le traumatisme. Il s'agit de pouvoir exprimer les difficultés vécues pour les traverser différemment. Même si elles sont inconscientes. Oui, même si elles sont inconscientes. Elles sont vraiment engrammées. Sous un état modifié de conscience ? Non, nous on n'aborde pas ça sous un état modifié de conscience, vraiment avec de la présence à ce qui se passe, le contact avec les émotions qui sont là à ce moment-là, et ça dépend à quel âge la proposition s'adresse, mais si c'est pour un bébé, c'est avec un toucher contenant qui remet une forme de pression au niveau de sa tête, qui lui fait retrouver les sensations qu'il a pu avoir dans le bassin avant sa naissance ou pendant sa naissance. Ça veut dire qu'une fois que bébé naît, oui. On peut faire quelques temps après, quelques mois après, un revécu de naissance pour peut-être faire une sorte de reset des mémoires engrammées qui auraient pu être traumatiques ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça joue sur plusieurs plans parce que chez les parents, il y a parfois la projection, si la maman a vécu un accouchement très difficile, il peut y avoir la projection que son bébé a vécu une naissance traumatisante. C'est pas forcément le cas. Mais il y a beaucoup l'inverse. Une naissance que la maman n'a pas trop souffert, une bonne péridurale, pas trop long. Elle peut avoir l'impression accouchement facile, naissance facile. Et le bébé, lui, peut avoir une naissance très éprouvante et que l'étiquette qu'on collerait sur lui, c'est chez lui, ça va tout seul. Alors que c'est pas forcément son vécu. Par exemple, une naissance qui est très rapide, c'est pas forcément que le bébé est pressé. Il s'est peut-être senti, lui, mis dehors plus vite que ce qu'il aurait voulu. Donc ça permet. Ça, on n'est pas confiant de ça. Non. Ça permet justement, en tout cas, de revenir à éviter les étiquettes. Ça, de toute façon, revécu ou pas, évitons de coller des étiquettes sur les bébés. Un bébé qui bouge beaucoup, c'est pas un bébé nerveux. Santé, c'est un bébé qui est actif et qui est en pleine santé. Mais donc attention aux étiquettes, notamment
celle autour de la naissance, et dans l'accompagnement du revécu émotionnel de la naissance, mais ça va permettre de réinterroger les vécus et les blocages émotionnels éventuellement chez la maman, parfois chez le papa. On est parfois surpris, mais il y a vraiment des papas traumatisés aussi parce qu'ils se sentent fort impuissants, et quand il y a eu des actes médicaux, peu d'explications, certains papas le vivent vraiment comme étant très problématique pour eux. Et puis, bien sûr, l'accompagnement émotionnel et la libération émotionnelle pour le bébé, avec comme intention de pouvoir le faire, souvent c'est sur plusieurs séances, pouvoir lui donner le sentiment de retrouver complètement sa compétence dans sa naissance. Pourquoi ? Parce que si j'ai voulu commencer à naître, et puis peut-être pour de très très bonnes raisons d'ailleurs, on est passé en césarienne, chez certains bébés, ça peut donner comme empreinte que plus tard dans la vie, je commence une action, mais je ne me sens pas capable d'aller au bout. Et je vais toujours arrêter avant la fin ou attendre que quelqu'un d'autre... Engrammage. Voilà. Donc ça fait partie... Ici, c'est un peu simplifié, d'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est quand même très important. Ça veut dire quand même que ce revécu émotionnel de naissance, il a une importance absolument fondamentale dès l'arrivée de bébé dans les quelques semaines ou les quelques mois qui suivent de le faire, parce que en tant que parent, on pourrait s'imaginer que ça s'est mal passé alors que pour le bébé c'était parfait, et à l'inverse aussi, on pourrait se dire oh là là, ça s'est parfaitement bien passé, alors que c'était un trauma sans doute ou quelque chose de très difficile pour l'enfant. Donc le fait de faire une séance comme ça, plusieurs séances pour le coup. Oui, en général je propose 3 séances. S'il ne faut pas, on ne fait pas la 3e, mais souvent c'est utile de se voir 2 à 3 fois. Comment savez-vous que c'est réglé ? Dans la façon dont le bébé va interagir dans la proposition. Ça veut dire qu'il va être plus en contact avec ses ressources qu'avec son impuissance ou son angoisse. Et ça, c'est formidable. Oui. Tout le monde devrait, tous les bébés qui viennent d'arriver devraient être, entre guillemets, soumis à ça. Tout à fait. Tout à fait. Et dans les autres indications, parce qu'on peut le faire aussi plus tard dans l'enfance, même l'adolescence, dans les autres indications pour les tout petits, c'est parfois les problèmes autour du sommeil, parce que certains traumatismes de naissance vont pouvoir impacter les angoisses que le bébé va avoir autour du sommeil. Donc c'est une des indications qui peut parfois amener à choisir de venir faire un revécu de naissance après. Vous formez à ça ? Oui. Sur un cycle de combien de temps ? Alors, la formation qui est proposée chez nous est longue. C'est une formation sur 24 jours qu'on appelle la communication par le toucher, qui développe vraiment les ressources, les qualités de la présence autour des ressources de l'autonomie. Et à partir de ces 24 premières journées qui se donnent sur 1 an et demi, il y a 3 possibilités de formation. Le revécu émotionnel, l'accompagnement affectif prénatal, donc la préparation affective à la naissance et l'autonomie, et l'accompagnement affectif postnatal, qu'on appelle l'ABCD, qui est l'accompagnement affectif du bébé dans ses compétences et son développement. Et j'en reparlerai un tout petit peu, parce qu'il y a des gestes du quotidien pour faire la transition du pré au postnatal pour les parents, les gestes qu'ils peuvent proposer à leur bébé dans la vie de tous les jours, qui vont lui donner de la sécurité qui vient s'ancrer dans son corps et dans tous les appuis dont il va avoir besoin pour son développement jusqu'à un an et demi, jusqu'à ce que sa marche soit vraiment une marche bien stable, ancrée dans son bassin. Et une fois qu'on termine ce cursus, quel est le titre que nous avons dans ces cas-là ? On est quoi ? On est accompagnant ? On est thérapeute ? On est quoi ? On est accompagnant en préparation affective à la naissance, pré-postnatal, en revécu émotionnel de la naissance aussi. Oui, tout à fait. C'est incroyable parce que je trouve que d'abord, cette approche est tellement déculpabilisante. Pour les parents, particulièrement aussi pour les pères, tout à fait. Les futurs pères, tout à fait. Avec cette impuissance, il y a souvent des sketchs et des caricatures tout à fait. dans les situations, et on est assez désemparés parce qu'on ne sait pas très bien de quelle manière les choses se déroulent. Mais c'est vrai que c'est important de prendre en considération ça et de ne pas être dans un circuit mental qui consiste à dire qu'on ne sert à rien. Ah oui, voilà. Tout à fait. Et que bébé, il ne peut y avoir qu'une relation bébé-maman. Absolument. Parce que, évidemment, biologiquement parlant et physiologiquement parlant, ça se passe comme ça. Oui. Mais non. Tout à fait. Non. Très souvent, j'ai un petit sourire, mais à la 2e séance, quand les parents reviennent et je leur demande comment sont passés les jeux de contact entre chacun de vous et votre bébé, je vais avoir des mamans qui disent il répond vraiment beaucoup plus au papa. Et alors certaines, ça les dépite un peu, d'autres elles sont toutes contentes. Et en réalité, c'est très très bon signe. Alors ça montre à quel point le bébé a déjà un lien spécifique avec sa maman et avec son papa. Je les rassure tous les deux.
le bébé a besoin de 100% de sa maman et de 100% de son papa, mais différemment. Pourquoi souvent le bébé semble plus répondre au toucher affectif de son coparent, parce que j'aime bien d'inclure les co-mamans, bien sûr, tout autant, c'est qu'en réalité, maman, c'est sa maison. Il communique avec elle à travers tout l'environnement du bassin de l'utérus qui l'entoure. Quand papa vient mettre sa main, tout d'un coup, il n'y a que dans la main qu'il peut communiquer avec son papa. D'accord ? Quand maman met sa main un peu distraite, maman, elle est tout autant dans la main que dans son ventre autour de lui. Donc pour lui, c'est pas flagrant que c'est à cet endroit-là qu'elle lui donne le rendez-vous. Mais pour le papa, c'est beaucoup plus clair. C'est comme si tout d'un coup, papa rentre après la journée de travail, il se jette dans ses bras. Et c'est tellement fondateur de cette qualité de lien, unique, spécifique, complémentaire. Il n'y a jamais un parent qui remplace l'autre. Une maman qui serait en congé pendant la grossesse et papa qui a beaucoup de travail, dire « toi tu as eu du temps, donc c'est bon, il a eu son compte ». Non, même si chez papa c'est court, c'est très précieux que ce soit son interaction à lui. On a souvent vu réagir des mamans enceintes. Il y a une gestuelle qui est peut-être innée, systématique. C'est-à-dire quand elles parlent, de temps en temps, elles ont la main comme ça sur le ventre et puis soit elles palpent un petit peu, soit il y a ce toucher dont vous parlez et qui est instinctif. Hein. Elles n'ont pas suivi de cours ou de formation. Tout à fait. Mais c'est inné. Oui. C'est inné et c'est heureux. Et heureusement que l'humanité n'a pas attendu l'aptonomie pour qu'il y ait de la communication affective et de la confirmation affective pendant la grossesse. Mais dans ce type de gestuelle, il y a très peu de mamans qui, d'elles-mêmes, ont perçu qu'en invitant le bébé, elles sentaient autre chose que juste sa présence ou un coup à gauche ou à droite. Et donc, ça vient quand même rajouter de la finesse, j'ai envie de dire, dans l'interaction. Et on va voir aussi que ça peut jouer sur son confort à elle, notamment dans la façon d'inviter délicatement le bébé à se déplacer si c'est inconfortable pour la maman, d'ouvrir l'espace du bassin. Le compagnon va pouvoir vraiment faire des propositions du recentrage du bassin et d'autres façons qui ouvrent l'espace dans la profondeur. Donc plutôt que de repousser le bébé là où il la dérange, elle va pouvoir, elle ou avec l'aide du coparent, vraiment lui ouvrir un espace pour qu'il aille s'installer à un meilleur endroit. Et on voit que le bébé suit. Ça veut dire que ça a aussi un effet sur les propositions qui favorisent et facilitent le fait que le bébé s'installe tête en bas. Que parfois, quand le bébé était en haut, on fait une séance d'ouverture de l'espace et de proposition, mais c'est pas du tout une version médicale, c'est des invitations relationnelles. Et dans un bon nombre de cas, le bébé va se retourner dans la foulée. Donc, et se mettre dans la bonne position. Et se mettre dans la bonne position, absolument. Incroyable. Oui, tout à fait. Pareil, pendant l'accouchement, il y a des invitations spécifiques pour inviter le bébé à tourner et à s'engager. Et vraiment, la façon de communiquer avec le bébé pendant l'accouchement peut accélérer les choses. Donc ça veut dire que l'aptonomie et votre accompagnement se fait aussi pendant la période d'accouchement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Jusqu'à l'accouchement. Tout à fait. Jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance. Absolument. Puis la façon d'accueillir le bébé et d'atténuer pour le bébé la violence de la transition de sa vie pré- ou postnatale, en rajoutant vraiment la conscience de ce dont il va avoir besoin. On se met à la place du bébé pour essayer de comprendre pourquoi il va avoir besoin de proximité, d'enveloppement, de contact physique, de chaleur, de regard, de parole, de calme. Voilà, tout un accompagnement qui se met en place. Vous avez eu 3 enfants ? Oui. Vous avez fait l'aptonomie ou pas ? J'ai eu cette chance-là. Pour les 3 ? Pour les 3. Oh. Oui. Je me sens très, très privilégiée de ce parcours de vie parce que j'ai commencé ma formation en aptonomie au moment où, je pense que juste la semaine après, j'ai appris la grossesse de ma fille aînée. Et donc, j'ai pu faire ce parcours en n'étant pas encore formée pour ma première, mais en découvrant évidemment l'accompagnement pour ma propre grossesse. Et un événement très important au moment de l'accouchement, parce que je n'avais pas de préparation à l'accouchement correcte à l'époque, mais j'en avais pas la conscience. Et mon bébé était mal positionné pendant l'accouchement. Donc, le travail était peu efficace et très intense. Et mon aptonome, quand elle est arrivée, avec le papa de ma fille, a proposé vraiment au bébé de changer sa position. Et dans la foulée, le travail s'est accéléré. Et mon bébé est né naturellement, tandis que sinon, ça finissait en complications, possiblement césariennes. Et ça m'a marqué profondément en termes justement de qualité de préparation à l'accouchement et en termes d'accompagnement pendant l'accouchement. Alors, une dernière question, parce que je pourrais vous garder des heures, évidemment, c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes accompagné par des obstétriciens, par des pédiatres,
par des gynécologues qui, évidemment, par définition, doivent vraiment s'intéresser. Je pensais au mauvais positionnement du bébé. Tout à fait. Ils doivent se dire, mais c'est extraordinaire. Tout à fait. Alors, c'est oui, parce qu'on a dans nos praticiens et dans les personnes qui travaillent avec nous et autour de nous, des obstétriciens, gynécologues, beaucoup de sages-femmes, ostéopathes. Oui. Maintenant, je pense que la majorité des praticiens en obstétrique ne sont pas trop au courant de ce que l'aptonomie peut apporter. Incroyable. Donc, quand les parents viennent à nous, c'est beaucoup par le bouche à oreille en disant mais si j'essaye quand même l'aptonomie, ça peut apporter quelque chose. Alors vraiment oui. Ma proposition, c'est vraiment que sur le plan médical ou paramédical, il y ait de plus en plus la conscience de ce qui est précieux à soutenir dans ces liens affectifs très précoces entre les futurs parents et leur bébé, mais aussi que les futurs parents eux-mêmes ou jeunes parents puissent avoir la conscience que, avec ou sans accompagnement spécifique en préparation affective à la naissance et en aptonomie, eux peuvent déjà faire confiance à leur cœur, se connecter à leur bébé, écouter ce qui leur vient intuitivement et pas attendre que ce soit validé parce qu'il y a tellement de propositions qui ramènent, trop dans comme dans des recettes, alors que l'essentiel de ce dont leur bébé va avoir besoin, c'est de qui ils sont fondamentalement, comme ils sont. Et ça n'a rien à voir avec les parents qui vous disent « mais moi nous faisons déjà la préparation à l'accouchement ». Il y a des préparations. Tout à fait. Il y a des, de partout, absolument, il y a des tas d'autres préparations à l'accouchement et c'est très heureux et c'est très utile. Et les parents qui font d'autres préparations en complément de ce que nous proposons, c'est toujours très complémentaire. Ouais. Ça vient pas... Non. Et on ajuste, quand il y a certaines propositions qui sont très spécifiques, on ajuste l'accompagnement pour... Voilà. Et ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, ça reste une passion. Vous avez dû en voir des bébés. Hein. J'en vois et ça reste vraiment une émotion et un vrai bonheur dans la transmission. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des bébés que vous avez suivis qui sont devenus parents? Non, mais je vois des bébés qui ont été suivis par des collègues à moi. Qui deviennent parents ou qui viennent se former chez nous. Clairement. Et c'est juste magnifique à voir. Qui arrivent en disant magnifique. Moi je suis un bébé de l'aptonomie. Exactement, tout à fait. Ça doit être fantastique. Tout à fait. Parce qu'on voit tout de suite, évidemment. Bravo, je trouve ça absolument fascinant. Formatrice donc au sein de Apto 3 Cœurs. Oui, Apto 3 Cœurs. En rapport avec vos 3 enfants. C'est une bonne proposition. Non. A priori, c'était les 3 cœurs du bébé reliés à ses 2 parents. Ok. Mais on peut le voir, c'est une bonne façon de voir aussi les choses, mais c'était pas ramené à moi. Exactement. Oui, tout à fait. Béatrice Fontaine, merci infiniment. Merci, c'est passionnant de vous écouter. Et non seulement c'est passionnant, c'est réconfortant, c'est rassurant. Et ça permet aussi peut-être de désacraliser un peu ça, parce qu'il y a des tas de parents qui se font un monde, et c'est légitime, bien entendu, oui. Mais aussi c'est plein d'espoir. Je voudrais vraiment avoir une pensée, et j'ai dans mon entourage des gens, un couple de jeunes là, qui ont entre 25 et 30 ans, et pour qui ça ne marche pas. Ah oui. Et alors, je pense qu'il faut aller au-delà de l'aspect purement physiologique. Oui. Je suis convaincu que l'aspect psychologique et psychique est essentiel. Peut-être qu'avec votre approche, on peut peut-être voir comment les choses peuvent s'améliorer. Oui, et en tout cas, au-delà de dire ça donnera la grossesse attendue, ça apporte accès à d'autres ressources dans la difficulté qu'ils rencontrent dans cette situation-là. Eh bien, je vais leur donner vos contacts si vous voulez bien. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup. Merci. On vous met les liens évidemment autour de la vidéo si vous souhaitez vous former, si vous voulez être praticien dans cette approche, et puis cette si belle approche de bébé, de la naissance, de la création, de la vie. C'est essentiel. Et puis si vous avez envie, là aussi, dans les prochains jours, ou les prochaines semaines, ou les prochains mois, si évidemment une date butoir arrive, peut-être que cette approche avec Béatrice peut aussi vous améliorer les choses, vous réconforter et vous permettre de voir la vie différemment et cette relation que vous pouvez avoir avec bébé. Et puis, messieurs, on peut faire des choses. Absolument. On peut faire des choses. Voilà, on peut être présent, actif, essentiel et ressentir. Et si le bébé ne bouge pas quand vous apposez la main, c'est qu'il est rassuré et que c'est très bien et que c'est très positif. Voilà, formidable. J'ai tout compris, Marc. Merci beaucoup, Béatrice. Infiniment. Merci. Vous, n'hésitez pas à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour un prochain index. Salut à tous. Merci.